Les poings ont frappé contre la vitre épaisse. Le son a résonné distinctement sur les sols de marbre du hall historique de l'hôtel de Charleston. Il était 8h15, un dimanche matin de juillet. Dehors, la chaleur de la Caroline du Sud était déjà oppressante, créant une épaisse couche de condensation sur l'extérieur des portes vitrées réfrigérées qui menaient à la salle de bal principale. À l'intérieur de ces portes, piégées par l'agressive climatisation, la lourde et douce odeur de milliers de gardénias blancs coupés commençait déjà à s'éventer. Ma sœur de 32 ans se tenait du mauvais côté de cette vitre. Ashley portait une robe de mariée en soie sur mesure, ses mains plaquées contre les doubles portes verrouillées. Elle a de nouveau frappé la vitre, ses bagues en diamant cliquetant contre la surface. Le responsable de l'établissement se tenait en sécurité derrière le comptoir de la réception, les mains croisées derrière le dos. Il a expliqué la situation avec un détachement professionnel rodé. L'organisation contractante avait formellement retiré son autorisation 1 heure auparavant. Il n'y avait aucun contrat personnel enregistré pour la remplacer. Aucun certificat d'assurance valide ne couvrait l'événement. Conformément à la politique de l'hôtel, la salle de bal ne pouvait être accessible ni aux fournisseurs, ni aux invités. Ma mère, Carole, a sorti son téléphone. Sa voix était assez perçante pour fendre la tension dans la pièce. Elle a exigé que le responsable m'appelle immédiatement. Elle s'attendait à ce que je résolve le problème. Cela avait toujours été mon travail. Je suis Vanessa Reed. J'ai 38 ans. Et, pendant les 12 dernières années, j'ai été la directrice des opérations de la Fondation Reed Scholar. J'étais la personne qui résolvait les problèmes, équilibrait les budgets et s'assurait du bon déroulement des événements. Mais je n'allais pas arranger ça cette fois-ci. Au moment où ma mère a exigé qu'on m'appelle, j'étais à des milliers de kilomètres. Mon premier vol m'avait emmené de l'aéroport international de Charleston à New York. Maintenant, j'étais assise dans la cabine sombre d'un vol de nuit à destination de Doha, la prochaine étape de mon voyage vers les Maldives. J'ai regardé l'écran de mon téléphone dans la faible lumière de la cabine. Le dernier message texte d'Ashley se trouvait dans mes notifications. Il disait: « Tu regretteras de m'avoir humilié. » J'ai fait glisser mon doigt sur l'écran et j'ai mis le téléphone en mode avion. J'ai posé l'appareil à côté d'un épais dossier bleu qui reposait sur ma tablette. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti le besoin de la rappeler. J'ai seulement ouvert mon application de messagerie sécurisée pour vérifier que mon transfert final de documents était bien parvenu au comité d'audit indépendant. La veille au soir, l'atmosphère avait été très différente. Nous étions réunis dans une salle à manger privée, au Riverside Country Club, à seulement 20 minutes de l'hôtel. Le dîner de répétition battait son plein. Des verres en cristal ont teinté lors des toasts, et des serveurs se sont déplacés silencieusement dans la pièce, versant du champagne coûteux. Ashley se tenait en bout de table, monopolisant l'attention de toute la salle. Elle m'a regardé et a formulé sa demande avec un sourire parfait. Elle a dit que je devais fournir 25 000 $ avant la fin du week-end. Elle a appelé cela ma contribution familiale requise pour le mariage. J'ai posé ma fourchette sur la nappe blanche. Je lui ai demandé à quoi servait exactement l'argent et j'ai demandé à voir une facture. Ashley a levé les yeux au ciel, balayant les visages de nos proches pour s'assurer qu'elle avait un public. Elle a demandé pourquoi je devais toujours agir comme une auditrice. Elle m'a rappelé que c'était une célébration de l'amour, pas une déclaration de revenus d'entreprise. Ma mère a posé une main manucurée sur le bras d'Ashley, mais son regard était fermement fixé sur moi. Carole a déclaré que ma présence au mariage était un privilège, pas un droit. Elle a suggéré que je devrais être reconnaissante qu'il me laisse participer du tout à l'héritage familial. Puis Ashley a prononcé la phrase qu'elle avait probablement pratiquée toute la semaine. Elle a ajusté sa posture et m'a dit que je n'étais rien sans l'argent de la famille. Les mots ont flotté dans la salle à manger silencieuse. J'ai regardé la femme dans l'élégante robe blanche. J'ai pensé aux centaines d'heures que j'avais passées à traiter les salaires pour faire fonctionner la fondation, pendant qu'elle faisait du shopping pour des arrangements floraux. J'ai pensé aux rapports de subvention que j'avais entièrement réécrits parce qu'elle avait négligé de les soumettre. Je me suis souvenu d'avoir géré le désastre de relations publiques l'année dernière, quand elle avait posté une vidéo insensible en ligne.
Je n'ai pas énuméré ses sacrifices à voix haute. J'ai simplement posé les yeux sur elle et j'ai répété ces mots. L'argent de la famille. Ashley Harry. Quelques-uns de nos parents éloignés ont ricané avec elle. Ils avaient tellement réécrit la réalité qu'ils croyaient vraiment que j'étais la dépendante. J'ai repoussé ma chaise et je me suis levée. J'ai plié ma serviette en lin et l'ai placée soigneusement à côté de mon assiette intacte. J'ai regardé ma sœur droit dans les yeux, gardant ma voix parfaitement égale. Je lui ai dit de profiter de son mariage. Je suis sortie de la salle à manger sans regarder en arrière. Carole a envoyé un message texte avant même que j'atteigne le parking, m'assurant que je reviendrai avant le matin, une fois que je me serai calmée. Elle croyait sincèrement que je faisais une crise de colère. Elle n'avait aucune idée que, lorsque j'ai ouvert le coffre de ma voiture, ma valise et mon passeport étaient déjà à l'intérieur. Avant de démarrer le moteur pour me rendre à l'aéroport, j'ai vérifié mes emails professionnels sur mon téléphone. Un nouveau message était arrivé d'un fournisseur d'événements local. Il contenait une facture pour une composition florale destinée à un programme de leadership étudiant. Le coût total correspondait au montant exact récemment retiré d'un compte de bourse d'études à usage restreint. J'ai zoomé sur le document. La liste détaillée comprenait les mêmes gardénias blanc rare et pivoine blush que ceux figurant sur le tableau d'ambiance du mariage d'Ashley. J'ai pris une capture d'écran pour mon dossier interne. Je n'ai pas transféré l'email à ma mère. Au lieu de cela, j'ai composé le numéro direct d'Hélène Porter, la conseillère juridique indépendante du comité d'audit de la Fondation. Hélène a répondu à la deuxième sonnerie. Je lui ai dit que j'examinais une facture de fournisseur qui semblait avoir été intentionnellement mal codée. Je lui ai lu les descriptions, écoutant le ronronnement du moteur de ma voiture dans l'air humide de la nuit. Hélène est restée silencieuse pendant un long moment. Finalement, elle m'a posé une question très spécifique. Elle voulait savoir si la fondation était répertoriée comme la partie contractante pour le lieu du mariage. J'ai ouvert le fichier PDF du contrat principal sur mon téléphone. J'ai lu la toute première ligne du document à voix haute à l'avocate. La fondation Reed Scholar présente son week-end annuel d'appréciation des donateurs de bourse. 5 jours avant le dîner de répétition, un lundi matin, j'étais assise à la table de conférence en acajou du bureau de la fondation. Je tenais le lourd stylo plume en or de mon père, corrigeant soigneusement un brouillon de lettres de remerciement aux donateurs. Le métal était froid sur mes doigts. Mon père est décédé en 2014. À 26 ans, je travaillais dans une société de conseil aux entreprises à Chicago, gagnant très confortablement ma vie. Suite à la création d'une fondation commémorative, financée par son assurance vie et des promesses d'entreprises locales, j'ai fait mes bagages et je suis retournée en Caroline du Nord. Laissant derrière moi une carrière lucrative, j'ai construit nos systèmes opérationnels de zéro. 4 longues années ont été consacrées à la rédaction de politiques de subvention, à l'établissement de cadres de conformité et à la mise en place de structures comptables. Le travail calme et fastidieux devait être fait pour que les bourses perdurent. Carole est entrée dans la salle de conférence, ses talons claquant fortement sur le parquet. Ma mère a tendu la main sur la table et a glissé la lettre rédigée de dessous ma main. Elle a pris le stylo en or, a testé l'encre sur un morceau de papier et a signé son propre nom en bas avec une arabesque experte. La femme aimait être le visage public de son héritage, distribuant des chèques surdimensionnés pendant que j'équilibrais les registres dans l'arrière-salle. Je ne me suis pas plainte, et je l'ai laissé garder le stylo. Plus tard cet après-midi-là, le bureau semblait complètement étouffant. J'étais restée éveillée jusqu'à 3 heures du matin, pour finaliser le rapport trimestriel de conformité aux subventions, vérifier les relevés de décaissement des étudiants et me disputer avec un traiteur au sujet d'une erreur de facturation persistante. Mes yeux me brûlaient à force de fixer des feuilles de calcul sous les lumières fluorescentes vives. Ashley a fait irruption dans la pièce, tenant un anneau lumineux portable et son téléphone. Le parfum lourd de son jasmin a instantanément empli le petit espace. Ma sœur n'a pas demandé si j'étais occupée, ni n'a remarqué les piles de papier recouvrant mon bureau. Se positionnant devant le logo de la fondation sur le mur, elle a ajusté ses cheveux et a commencé à enregistrer une vidéo sur l'engagement profond de notre famille envers la communauté.
L'enregistrement s'est terminé par le fait qu'elle a laissé tomber le téléphone sur mon clavier. Ashley a exigé que je corrige les métriques d'engagement et réécrive la légende, car ces chiffres semblaient erronés. Puis la future mariée est sortie pour prendre un café glacé, sans dire merci. Une alerte de sécurité automatisée a retenti sur le haut-parleur de mon ordinateur 30 minutes plus tard. Le système financier que j'avais construit plus tôt cette année-là exigeait une deuxième signature pour toute transaction dépassant 20 000 $. Ashley est revenue au bureau, tenant fermement sa tasse en plastique. La glace a teinté alors qu'elle la posait sur mon bureau. Un dépôt massif, intitulé « Hospitalité des donateurs », était en attente, et elle était clairement agacée que son achat ait été bloqué. J'ai gardé mes mains posées sur mon clavier. Je l'ai regardé et je lui ai dit d'envoyer la liste des participants et le but spécifique du donateur, ajoutant que je réviserai la transaction une fois la documentation complète. Ma mère est apparue dans l'embrasure de la porte avant qu'Ashley ne puisse répondre. Carole a lissé l'avant de son blazer de créateur, soupirant assez fort pour que le personnel administratif du couloir l'entende. Selon elle, je rendais toujours les choses difficiles parce que j'étais obsédée par le contrôle. Argumenter avec elle était inutile, et je n'ai certainement pas approuvé le transfert. La transaction est simplement restée dans la file d'attente. Elle pensait que toute mon existence tournait autour du bureau de la fondation et des dîners du dimanche au domaine familial. Lorsque j'ai quitté le travail ce soir-là, je ne suis pas allée chez ma mère. Je suis allée à un petit condominium pratique, de l'autre côté de la ville. L'acte était à mon seul nom. Je l'avais acheté il y a 3 mois avec de l'argent économisé grâce à des travaux de conseil privés que je faisais le week-end. Des cartons de déménagement étaient soigneusement empilés contre le mur du salon, sentant faiblement la poussière et le ruban adhésif d'emballage. Une lettre d'offre imprimée se trouvait sur le comptoir de la cuisine, me nommant officiellement nouvelle directrice des opérations d'une organisation à but non lucratif indépendante, spécialisée dans l'éducation, à Atlanta. J'ai vérifié mon application bancaire, confirmant que mon fonds d'urgence personnel était entièrement approvisionné. Ensuite, j'ai examiné mon itinéraire de vol pour les Maldives. Le voyage était censé être une transition tranquille entre mon ancienne vie et ma nouvelle, réservée bien avant que tout drame lié au mariage ne commence. Il n'était jamais destiné à être une fuite chaotique. Mon téléphone a vibré contre le comptoir en granit. L'identification de l'appelant affichait le nom de ma mère. Carole voulait que j'annule mon rendez-vous du soir pour que je puisse réécrire le discours de bienvenue d'Ashley pour l'événement du week-end. J'ai versé un verre d'eau du robinet, j'ai bu une lente gorgée et j'ai dit non. J'ai proposé de regarder un brouillon le lendemain matin à la place. Le silence sur la ligne est devenu pesant. Carole a baissé la voix, adoptant ce ton doux et déçu qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle voulait infliger un maximum de culpabilité. Son ton portait le poids d'un juge prononçant une sentence, alors qu'elle affirmait que mon père l'aurait fait pour la famille. J'ai regardé une photographie encadrée de mon père posée sur l'étagère. Il souriait devant son ancien magasin de quincaillerie, portant une chemise en jean délavé. Pour la première fois en 12 ans, j'ai réalisé que son souvenir n'était pas un ordre. J'ai dit à ma mère que j'avais un engagement préalable et j'ai mis fin à l'appel. Mon engagement préalable était une réunion prévue avec Hélène Porter. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille près du palais de justice. J'ai commandé du thé noir, réchauffant mes mains sur la tasse en céramique avant de poser la question qui m'avait tenue éveillée pendant des semaines. Je lui ai demandé quelle était mon obligation légale si je soupçonnais que des fonds organisationnels étaient utilisés à des fins privées. L'avocate indépendante a posé sa tasse avec précaution. Hélène n'a pas immédiatement insisté pour obtenir des noms ou des montants en dollars. L'avocate expérimentée m'a simplement conseillé de ne pas accéder à des fichiers en dehors de mes fonctions opérationnelles normales. Ne conserver que les dossiers que je traitais dans ma routine quotidienne était sa directive principale, ainsi que l'instruction d'utiliser le canal d'audit formel si je trouvais une preuve concrète. Accepter de planifier une réunion de suivi pour la semaine suivant le mariage semblait être la voie la plus sûre. Déclencher un examen formel qui pourrait détruire la fondation exigeait une certitude absolue. J'ai déverrouillé la porte de mon condominium juste au moment où le soleil se couchait sur la ville. L'appartement était sombre, calme, et entièrement à moi.
J'ai ouvert mon ordinateur portable sur l'îlot de la cuisine pour vérifier le tableau de bord du système une dernière fois avant de me déconnecter pour la nuit. Une bannière de notification rouge a clignoté en haut de l'écran. Le système indiquait que l'examen de conformité des donateurs, initialement prévu pour la fin du mois prochain, avait été soudainement avancé. La nouvelle date était fixée au lundi matin immédiatement après le mariage. Mon estomac s'est noué. J'ai cliqué sur le registre des bourses restreintes pour vérifier les soldes actuels par rapport à l'examen à venir. Les chiffres se sont affichés à l'écran, brillant dans la pièce tamisée. Le compte principal manquait d'exactement 25 000 $. Le lendemain matin, l'accord de subvention du Mercé Education Trust était ouvert sur mon bureau, imprimé sur du papier ivoire épais. Les termes étaient absolument clairs. Les fonds étaient légalement restreints aux frais de scolarité, aux manuels et au soutien direct aux étudiants. En traçant un doigt sur le registre de mon moniteur, un schéma distinct a émergé. Une augmentation massive des dépenses d'hospitalité des donateurs reflétait parfaitement la chronologie de la planification du mariage de ma sœur. J'ai surligné les codes de transaction suspects. Télécharger des données d'étudiants sur un appareil personnel était une violation des protocoles de sécurité, donc le dossier est resté fermement dans le serveur sécurisé de la fondation. Mon téléphone vibrait constamment contre le plaquage de bois de mon bureau. Ashley avait lancé un message de groupe avec 12 membres de la famille élargie. Son message d'ouverture affirmait que sa sœur aînée refusait d'aider avec une dernière dépense de mariage. Les tantes et les cousins sont immédiatement intervenus, me traitant d'avare et me rappelant comment la fondation m'avait donné une carrière. Argumenter avec eux ne ferait que générer plus de bruit. Ouvrant un chat privé avec la mariée, j'ai tapé une seule demande. Veuillez identifier le compte et le but des 25 000 $. Sa réponse est apparue 3 minutes plus tard. Remets-le avant l'examen des donateurs. Ensuite, tu pourras venir. Ces 2 phrases ont tout changé. Me saisissant du téléphone du bureau, j'ai initié un appel de vérification de fournisseurs de routine avec la société de restauration et d'événements. La représentante comptable à l'autre bout semblait pressée et a promis de transmettre le dossier complet. 5 minutes plus tard, un email est arrivé contenant 2 pièces jointes très différentes. Le document original était intitulé « Suite nuptiale et installation florale de mariage ». Le document révisé, portant le même numéro de facture et le même montant total, était étiqueté « Suite d'hospitalité des donateurs et exposition de leadership étudiant ». Au bas du fil de discussion se trouvait un message de Carol Reed. Ma mère avait spécifiquement demandé qu'il mette à jour la description de la facturation en utilisant un langage compatible avec la fondation. L'intention de dissimuler le vol était désormais indéniable, noir sur blanc. Le déjeuner de cet après-midi-là a eu lieu dans un bistrot chic du centre-ville. Carole s'est glissée sur la banquette en face de moi, commandant de l'eau pétillante et jouant le rôle de la matriarche profondément blessée. La femme insistait sur le fait que sa plus jeune fille voulait seulement partager son jour spécial avec sa sœur. La presser au sujet des fonds manquants a suscité un regard vif et déçu. Ma mère m'a accusé de transformer notre famille aimante en une enquête d'entreprise hostile. Remuant son eau avec une cuillère en argent, Carole a présenté une solution. Elle a doucement suggéré de transférer mes économies personnelles sur le compte d'exploitation de la fondation pour couvrir le manque. Suite à la prochaine vérification de conformité des donateurs, elle a promis que l'organisation rembourserait ma généreuse contribution. L'architecture du piège est soudainement devenue limpide. Transférer exactement 25 000 $ juste après avoir été accusé d'avidité créerait une trace financière permanente. Cela ressemblerait exactement à une employée coupable remboursant de l'argent volé. Refusant de signer tous mes mots internes sans but vérifié, j'ai payé l'addition et suis retourné au bureau. Me réinstallant sur ma chaise, j'ai ouvert l'archive de rétention de documents. Chercher mon propre nom laisserait une trace d'audit. Filtrer les fichiers par date de création pour la semaine passée était beaucoup plus sûr. Un fichier nouvellement téléchargé a immédiatement attiré mon attention. Résumé préliminaire d'incidents concernant des transactions non autorisées par la directrice des opérations Vanessa Reed. Mon pouls battait dans mes oreilles en lisant le document de 3 pages.
Le rapport m'accusait formellement de mal classer les dépenses de la fondation, de me préparer à démissionner sans préavis et d'avoir l'intention de fuir le pays. L'ouverture du panneau des propriétés des métadonnées a révélé les véritables auteurs. Carole avait créé le brouillon initial 3 jours avant l'ultimatum du dîner de répétition. Ashley avait ouvert le document le lendemain matin et édité le dernier paragraphe. L'ajout de la phrase concernant la fuite du pays prouvait que ma sœur avait instrumentalisé sa connaissance de mes futures vacances aux Maldives. Sortant mon téléphone, j'ai pris des photos claires des métadonnées à l'aide de l'application d'audit interne autorisée. Une bannière de notification urgente est soudainement apparue en haut à droite de mon moniteur. Un ticket de service informatique venait d'être généré. Suppression permanente demandée par Carole Reed. Priorité urgente, traitement prévu ce soir. Les serveurs de la fondation ne supprimaient pas automatiquement les fichiers selon un compte à rebours. Un administrateur devait approuver et exécuter manuellement une suppression définitive. Arrêter ce processus nécessitait une intervention formelle. Je devais appeler un conseiller indépendant et initier une conservation légale officielle avant que l'administrateur système ne revienne du dîner. Mes doigts se sont déplacés rapidement sur le clavier, copiant le numéro de ticket urgent et les captures d'écran des métadonnées dans un message sécurisé pour Hélène Porter. Composer son numéro direct n'a pris qu'une seconde. L'avocate a répondu immédiatement, sa voix calme contrastant avec la panique qui montait dans ma gorge. J'ai expliqué la demande de suppression en attente dans la file d'attente du système. Hélène m'a demandé de rester en ligne pendant qu'elle rédigeait la demande de conservation légale formelle. 10 minutes plus tard, des avis officiels ont atteint les boîtes de réception du service informatique, du dépositaire des documents et du comité d'audit. L'administrateur était légalement tenu de geler la demande de suppression, préservant l'historique complet des versions et tous les journaux d'audit associés. Carole verrait seulement que son ticket avait été déplacé vers un statut en attente, restreint par le conseil, complètement inconsciente que sa propre fille avait initié le blocage. Sécuriser les preuves n'était que la première étape. Les étudiants avaient besoin de protection avant que ma mère ne réalise ce qui se passait. Tirant l'épais dossier bleu intitulé « Engagements étudiants » de mon tiroir de bureau, je l'ai ouvert à plat sur la table. Les pages usées contenaient chaque promesse de bourse approuvée par le conseil pour le semestre à venir. J'ai rédigé une demande urgente à Ruth Bennett, la présidente du comité d'audit, lui demandant de transférer immédiatement ces montants exacts dans un compte de décaissement distinct. Cela bloquerait légalement l'argent de toutes les dépenses des fournisseurs. Ruth a répondu en 15 minutes, joignant le consentement écrit du comité. Ma poitrine s'est sentie légèrement plus légère lorsque la confirmation de transfert est apparue sur mon écran. De l'autre côté de la ville, Maya Hernandez et des dizaines d'autres étudiants recevraient leur confirmation de frais de scolarité automatisés, pile à l'heure, complètement à l'abri de l'effondrement imminent de la fondation. Remonter plus loin la piste des fonds manquants a nécessité l'examen des journaux d'approbation. Les initiales de Martin Shaw, notre directeur financier, figuraient à côté de 3 transferts massifs d'hospitalité des donateurs. Appeler son extension renvoyait directement à la messagerie vocale, et une réponse automatique d'absence du bureau indiquait qu'il avait pris un congé personnel soudain. Hélène a conseillé la prudence lorsque j'ai signalé la découverte. L'avocate expérimentée a mis en garde contre les conclusions hâtives, mais elle m'a fermement dirigé vers la sécurisation de son poste de travail pour l'examen en attente. Ma mère n'a pas attendu longtemps pour intensifier sa propre stratégie. Une alerte est apparue sur mon écran indiquant une nouvelle demande de sécurité. Carole avait demandé à l'administrateur réseau de révoquer immédiatement mon accès au système, citant une instabilité émotionnelle avant le mariage familial. Parce que la conservation légale était déjà active, le département a dû notifier Hélène avant de modifier les autorisations. Notre avocate a négocié une fenêtre temporaire, me laissant juste assez de temps pour compléter mon exportation sécurisée de données. J'ai volontairement renoncé à mes identifiants de connexion 1 heure plus tard. Tapant un dernier message à l'équipe réseau, je leur ai dit de conserver les dossiers et de laisser ma mère avoir le titre. Sortir de ce bâtiment a exigé de rompre chaque lien restant. Assise dans ma voiture sur le parking, j'ai utilisé mon téléphone pour modifier mes contacts d'urgence, quitter le forfait mobile familial et mettre à jour mon adresse postale permanente.
Les seuls objets sur mon siège passager étaient la photographie encadrée de mon père et l'offre d'emploi imprimée pour le poste d'opération à Atlanta. Je n'ai pas attendu qu'il me licencie. Martin Shaw attendait dans un petit café près du palais de justice plus tard cet après-midi-là, ses mains tremblant autour d'une tasse en papier. Hélène et moi étions assises en face de lui dans un coin tranquille. Le directeur financier semblait épuisé, évitant mes yeux alors qu'il admettait d'avoir approuvé une facture codée sous la pression directe de ma mère. Il avait eu peur de perdre sa pension, alors il avait obtempéré, mais il avait discrètement conservé l'accès à l'archive originale de la correspondance des fournisseurs. Il a fait glisser une tablette sur la table, se connectant au portail sécurisé pour nous. L'archive numérique contenait les relevés de facturation non altérés et un fil de mail spécifique. Le dernier message de Carole contenait une directive très claire, n'envoyez pas la version originale à Vanessa. En défilant après cette instruction accablante, un autre fichier a attiré mon attention. C'était un document numérique non ouvert étiqueté du nom du lieu de l'hôtel. L'ouverture du fichier a révélé la liste finale des invités de l'événement. J'ai reconnu les noms de nos proches, amis et membres de la fête de mariage. En regardant de plus près les attributions de chambre, ma mâchoire s'est serrée. Maya Hernandez et 30 autres bénéficiaires de bourse étaient répertoriés comme jeunes ambassadeurs pour la nuit. Leurs noms avaient été utilisés pour réserver frauduleusement les suites de luxe réellement occupées par Ashley et ses demoiselles d'honneur. Assise sur le siège conducteur de ma voiture devant le café, j'ai ouvert mon email professionnel sécurisé. Tapant soigneusement sur le petit écran, j'ai envoyé une brève demande à Maya Hernandez et à 2 autres bénéficiaires de bourse. Je leur ai demandé si elles avaient reçu des invitations pour servir de jeunes ambassadeurs dans un hôtel historique de Charleston ce week-end-là. Leurs réponses sont arrivées en moins de 10 minutes. Aucune d'entre elles n'avait été invitée, et Maya a ajouté qu'elle n'avait même jamais visité Charleston. Capturant ces réponses, je les ai classées directement dans le dossier juridique sécurisé qu'Hélène avait établi. Je n'ai pas expliqué la situation aux étudiants, car ils devaient rester complètement à l'écart de la zone d'impact. En rentrant à mon condominium, je me suis connectée à une vidéoconférence programmée depuis l'îlot de ma cuisine. Ruth Bennett, Hélène et 2 membres indépendants du conseil sont apparus sur l'écran de mon ordinateur portable. Présenter l'index des preuves compilées a exigé que je garde ma voix parfaitement égale. J'ai exposé les factures originales à côté des codes de facturation modifiés, puis j'ai affiché la liste d'invités falsifiés. Les membres du conseil ont écouté en silence, tandis que l'architecture du vol était systématiquement exposée. Ruth a ajusté ses lunettes, déclarant qu'il ne pouvait pas déterminer une fraude criminelle un vendredi soir. Cependant, le risque de fausses déclarations matérielles et de bénéfices privés non autorisés était indéniable. La présidente de l'audit a confirmé qu'une session d'urgence aurait lieu tôt le dimanche matin. En fonction de leur examen juridique, la Fondation retirerait probablement son autorisation de contractualisation immédiatement. Ma mère a appelé juste au moment où je finissais de faire ma valise, sa voix flottant à travers le haut-parleur, empreinte de cette inquiétude familière et suffocante. Elle a averti que déclencher un audit forcerait la Fondation à fermer définitivement ses portes, et qu'en conséquence, des centaines d'étudiants perdraient leur financement pour les frais de scolarité. J'ai fermé la fermeture éclair de mon sac en cuir. Les engagements de bourse étaient déjà séparés et en sécurité, mais j'ai gardé cette information pour moi. Mon silence a dû lui sembler une capitulation. Tu peux protéger des inconnus, ou tu peux protéger ta famille, a dit ma mère doucement. Tu ne peux pas faire les deux. Ce soir-là, la demande que j'attendais est finalement arrivée. Lors du dîner de répétition, Ashley s'est tenue en bout de table et a qualifié les 25 000 $ manquants de ma contribution familiale requise. J'ai gardé mes mains posées légèrement sur la nappe blanche. Tu veux un cadeau de mariage ou tu veux de l'argent de retour sur le compte avant lundi? Les deux, a claqué Ashley. Carole lui a serré le poignet, mais l'aveu était déjà sorti. J'ai plié ma serviette en lin, je me suis levée et j'ai regardé ma sœur droit dans les yeux. Profite de ton mariage. En traversant le hall tranquille du country club, les lourdes portes en bois se sont refermées derrière moi avec un bruit sourd et solide. Je me suis assise dans ma voiture et j'ai joint ma déclaration signée à l'index final des preuves.
Appuyer sur renvoyer a permis de livrer le dossier complet à Hélène, ce qui signifiait que le conseil indépendant avait maintenant tout ce dont il avait besoin pour agir sans ma présence physique. Le trajet jusqu'à l'aéroport international de Charleston a pris moins de 30 minutes. Tirant ma valise du coffre, je suis entré dans le terminal lumineux et j'ai enregistré mon bagage jusqu'aux Maldives. Mon itinéraire comprenait un court vol intérieur vers New York, suivi d'un vol de nuit vers Doha et enfin la correspondance vers les îles. Assise à la porte d'embarquement, j'ai rédigé une lettre de démission formelle, prenant effet immédiatement après l'achèvement du transfert sécurisé des données. Envoyer cet email a été comme expirer un souffle que j'avais retenu pendant 12 ans. Ouvrant les paramètres de mon téléphone, j'ai désactivé mes autorisations de partage de localisation familiale. Je me suis retiré du forfait cellulaire partagé et j'ai supprimé ma mère de mes contacts d'urgence. Une notification de message vocal est apparue à l'écran. Carole avait laissé un bref message, haletant, « Reviens avant de détruire ta sœur ». J'ai laissé le fichier audio s'enregistrer dans le dossier juridique. Les lumières de la cabine se sont tamisées pendant que l'avion roulait sur la piste. Un dernier message texte d'Ashley a vibré contre ma paume. « Tu n'es rien sans nous ». Au lieu de répondre, j'ai supprimé le raccourci du chat de groupe familial de mon écran d'accueil. Les preuves sont restées stockées en toute sécurité, mais leur ligne directe vers mon attention était définitivement coupée. Mon pouce a plané au-dessus du bouton de mode avion. Juste avant que le signal cellulaire ne tombe, un nouvel email est arrivé dans ma boîte de réception. L'expéditeur était Ruth Bennett. Son message était bref et d'une clarté dévastatrice. Action d'urgence du conseil prévue à 8 heures du matin. Si la fondation se retire, l'hôtel ne libérera pas la salle de bal. J'ai regardé l'horloge numérique lumineuse sur mon écran. Puis j'ai actionné le bouton. Le téléphone est devenu complètement noir. Les roues de l'avion ont touché le tarmac brûlant à Doha, et la cabine s'est immédiatement remplie du bruit agité des bagages qui se déplaçaient et des ceintures de sécurité qui se débouclaient. 14 heures s'étaient écoulées depuis que j'avais complètement coupé ma connexion cellulaire sur la piste à New York. Sortant de l'avion et marchant dans le vaste terminal international aux murs de verre, la climatisation agressive a glacé la sueur sur ma nuque. La lourde odeur de grains de café torréfiés et de parfums chers hors taxe m'a envahi, un contraste saisissant avec l'air recyclé éventé de la cabine passager. Trouvant un coin tranquille et isolé dans le salon de transit, je me suis assise dans un fauteuil en cuir et j'ai sorti mon téléphone de mon sac de voyage. J'ai désactivé le mode avion et j'ai attendu que le réseau trouve un signal. L'appareil a vibré violemment contre ma paume. Le spasme mécanique a été continu, durant près d'une minute complète alors que les données se précipitaient dans le processeur. Les notifications ont inondé l'écran de verre plus vite que mes yeux ne pouvaient traiter les noms et les horodatages. Lorsque l'avalanche numérique s'est finalement arrêtée, le badge de notification rouge planant au-dessus de mon application téléphonique affichait un nombre stupéfiant, 72 appels manqués. Les messages textes des tantes, des cousins et des amis de la famille s'accumulaient par dizaines. Les premiers messages du samedi soir étaient remplis d'une colère vertueuse, exigeant que je m'excuse auprès de la mariée. Les messages envoyés tôt le dimanche matin avaient viré à la panique pure. L'hôtel ne laissait personne entrer dans la salle de bal et les traiteurs étaient bloqués au quai de chargement. Avant d'écouter un seul message audio, j'ai ouvert ma boîte de réception juridique sécurisée. Un message crypté d'Hélène Porter se trouvait tout en haut de la file d'attente, portant un horodatage de 8 heures du matin, heure normale de l'Est, ce dimanche-là. Le comité d'audit indépendant avait organisé une vidéoconférence d'urgence pendant que je dormais quelque part au-dessus de l'océan Atlantique. En lisant le procès-verbal officiel joint à l'email, la séquence des événements exposait un démantèlement rapide et chirurgical de l'autorité supposée de ma mère. Le conseil de la fondation avait formellement présenté les preuves de fausses déclarations matérielles. Le rassemblement à Charleston avait été documenté dans notre système financier comme un week-end d'appréciation des donateurs, mais la réalité était un mariage familial profondément personnel et non autorisé. Suivant les statuts organisationnels stricts, la présidente de l'audit et 2 agents exécutifs ont voté pour suspendre immédiatement l'autorité contractuelle de Carole, en attendant la ratification complète du Conseil.
Des avis juridiques officiels avaient été envoyés simultanément à l'hôtel historique, à l'assureur responsabilité civile et à l'émetteur de cartes de crédit d'entreprise. La fondation Reed Scholar s'était officiellement retirée en tant que partie contractante autorisée pour l'événement. Armé de ce contexte juridique, j'ai basculé sur mon application de messagerie vocale et j'ai écouté le premier message enregistré. L'horodatage audio indiquait 8h15 du matin. L'enregistrement a commencé par le son perçant et résonnant de quelqu'un frappant sur une vitre épaisse. À travers le petit haut-parleur de mon téléphone, l'acoustique chaotique du hall de l'hôtel a brossé un tableau saisissant des conséquences. Ma mère parlait directement dans le combiné. Sa voix était aiguë et essoufflée par la panique. Elle a exigé que je réponde au téléphone immédiatement et que je règle un énorme malentendu avec la direction de l'établissement. En arrière-plan, Ashley pleurait bruyamment. Ma jeune sœur a crié à quelqu'un hors champ que ses maquilleurs et ses fleuristes étaient coincés sur le parking. Puis une voix masculine calme et professionnelle a traversé le bruit de fond. C'était le responsable de l'établissement et ses mots étaient parfaitement clairs, même via la connexion cellulaire. Il a expliqué que l'organisation contractante avait formellement retiré son autorisation 1 heure auparavant. Il a poliment énuméré 3 exigences non négociables pour ouvrir les portes de la salle de bal. L'hôtel exigeait un nouveau contrat personnel, un nouveau certificat d'assurance responsabilité civile et un mode de paiement valide capable de couvrir le dépôt massif de l'événement. Sans ces 3 éléments présentés immédiatement, l'établissement était complètement interdit d'accès. Aucun policier n'a pris d'assaut le hall et personne n'a été menotté. La conséquence a été simplement une porte verrouillée et un silence dévastateur alors que les invités arrivants commençaient à faire demi-tour et à s'éloigner du comptoir de la réception. J'ai enregistré le premier enregistrement dans mon dossier sécurisé et je suis passé au suivant. Le deuxième message est venu de Carole exactement 1 heure plus tard. La panique initiale dans sa voix s'était durcie en une fureur désespérée et défensive. La femme qui avait passé des décennies à cultiver méticuleusement son image publique la voyait se désintégrer en temps réel. Elle a affirmé avoir appelé Ruth Bennett directement, menaçant que tous les principaux donateurs de la communauté abandonneraient le programme de bourse si le conseil gâchait cette célébration familiale. Ruth avait apparemment tenu bon, informant ma mère que la suspension était entièrement basée sur des preuves documentaires et des journaux financiers, et non sur une petite dispute familiale. Refusant d'accepter la défaite, Carole a fait pivoter son récit sur l'enregistrement. Elle m'a ordonné d'appeler le comité d'audit et d'avouer que je souffrais d'une dépression émotionnelle. Ma mère voulait que je prétende que je cherchais simplement à me venger parce que j'étais amère et célibataire, et que la fondation avait entièrement mal compris mon comportement comptable erratique. Hélène avait joint une brève note à son email confirmant cet échange exact. Le conseil de la fondation avait officiellement informé Carole que toutes les communications futures avec l'organisation et ses employés devaient être menées exclusivement par écrit. Le troisième message significatif dans la file d'attente provenait d'un numéro différent. Ashley avait laissé un message vocal, ses mots épais et humides. La belle mariée ne formulait plus de demandes concernant les contributions familiales de 25 000 $. Dis-leur que l'audit est annulé, a plaidé ma sœur dans le microphone, sa voix tombant dans un murmure frénétique. Dis que tu as approuvé le budget floral. Dis que tu as fait une erreur avec le contrat de l'établissement. Tu me dois ça. Entendre l'arrogance brute dans sa voix ne m'a pas fait sourire, ni ne m'a apporté un sentiment écrasant de justification. Ma poitrine était juste incroyablement lourde. J'ai enregistré le fichier audio directement dans le dossier juridique sécurisé, préservant sa tentative flagrante de solliciter une fausse déclaration pour l'enquête à venir. Je n'ai pas tapé de réponse. Au lieu de cela, j'ai rédigé un seul message texte à Jonathan, son fiancé. Je lui ai conseillé de parler à un conseiller juridique indépendant car je ne pouvais pas discuter d'un examen actif de la fondation. J'ai refusé de lui remettre les preuves justes pour exercer une vengeance personnelle contre ma sœur. Mon téléphone a de nouveau vibré, délivrant une nouvelle mise à jour d'Hélène. Son message décrivait une complication majeure qui avait éclaté juste avant midi à Charleston. Jonathan n'avait pas attendu passivement dans le hall de l'hôtel pendant que le mariage s'effondrait. Voyant les portes verrouillées et les fournisseurs paniqués, le marié avait exigé une explication claire de l'organisatrice de mariage.
L'organisatrice, essayant de prouver que l'établissement était totalement déraisonnable, a montré à Jonathan le résumé du contrat principal. Tout en haut de la page, le marié a vu le nom de la fondation Reed Scholar. Ashley avait essayé de gérer la situation en affirmant que j'avais promis de parrainer le mariage comme un cadeau généreux et que je retirais l'argent à la dernière minute par pure jalousie. Mais l'organisatrice de mariage a commis une erreur administrative fatale. Tentant de clarifier la structure de facturation complexe, l'organisatrice a montré à Jonathan un email où Ashley décrivait spécifiquement le rassemblement comme un week-end de donateurs pour obtenir un taux de réduction strict pour les organisations à but non lucratif. Jonathan avait demandé à sa fiancée si j'avais réellement approuvé l'un de ces documents. Ashley avait refusé de lui répondre directement. Selon le résumé d'Hélène, la situation a rapidement dégénéré dans le hall de l'hôtel. Jonathan a exigé que l'organisatrice de mariage lui remette le dossier budgétaire complet. L'architecte voulait voir exactement d'où devait provenir chaque dollar. En feuilletant les pages imprimées, Jonathan a trouvé l'itinéraire de voyage pour leur future escapade romantique. Le complexe luxueux des Maldives était clairement répertorié sur le manifeste du fournisseur. Cependant, la description de la facturation jointe à la réservation ne disait pas « lune de miel ». La facture catégorisait le voyage tropical coûteux comme une retraite de leadership pour les jeunes ambassadeurs. Ma sœur avait choisi exactement la même destination qu'elle m'avait auparavant reproché de visiter seule, et elle avait utilisé les identités d'étudiants boursiers locaux pour la payer. Elle n'empruntait pas seulement des fonds de la fondation pour une seule après-midi de célébration en Caroline du Sud. Ashley avait prévu d'étendre le bénéfice privé frauduleux à travers le globe. Un nouvel appel entrant a illuminé mon écran, interrompant ma lecture et détournant mon attention de l'email. L'identification de l'appelant affichait le nom complet de Jonathan. J'ai posé le téléphone face vers le bas sur la petite table à côté de mon fauteuil. J'ai laissé l'appareil vibrer contre le bois jusqu'à ce que le système automatisé le dirige vers la messagerie vocale. Une minute plus tard, un nouveau fichier audio est apparu dans ma boîte de réception. J'ai appuyé sur lecture, tenant le haut-parleur près de mon oreille pour l'entendre par-dessus le rugissement sourd du terminal de l'aéroport. Jonathan avait l'air complètement vidé. Son message ne contenait qu'une seule phrase. Sur quoi d'autre a-t-elle mis mon nom ? Carole a commencé sa contre-attaque le lundi matin, non pas par un dépôt juridique, mais par une campagne calculée sur les réseaux sociaux, conçue pour m'isoler. Elle a envoyé un email long et soigneusement rédigé à toute notre famille élargie, affirmant que mon épuisement récent avait dégénéré en une dépression émotionnelle incontrôlable. Selon le message, ma jalousie concernant le mariage d'Ashley avait déclenché un acte de sabotage rancunier contre la fondation. Mon téléphone est devenu une source constante de tirs entrants, alors que cousins et tantes me contactaient. Certains remplis d'une pitié sincère, et d'autres de questions acerbes et critiques sur la raison pour laquelle je détruirais notre réputation familiale pour un grief aussi insignifiant. J'ai refusé de m'engager avec l'un d'eux. Chaque fois qu'une notification apparaissait sur mon écran, je prenais simplement une capture d'écran et transférais l'information à Hélène. Ignorer leurs accusations n'était pas un aveu de culpabilité, mais une décision tactique pour garder mon propre historique propre. Ma sœur a enchaîné en publiant une vidéo cryptique et larmoyante sur ses comptes de réseaux sociaux, au sujet d'une profonde trahison vécue le jour de son mariage. La section des commentaires s'est remplie de milliers d'inconnus réclamant justice contre la sœur qui s'était abaissée si bas. Aucun de ces bruits ne pouvait m'atteindre aux Maldives. Je m'étais enregistré dans une maison d'hôte calme et isolée, sur une petite île, loin des somptueuses villas sur pilotis figurant sur la facture de lune de miel frauduleuse. Mes journées consistaient à dormir, manger des fruits frais et marcher le long du rivage. Chaque après-midi à 16h, j'avais un appel vidéo programmé avec Hélène pour passer en revue les progrès de l'enquête indépendante. C'était mon sanctuaire, une frontière physique et émotionnelle entre la vie que j'avais abandonnée et la carrière que je m'apprêtais à commencer à Atlanta. La fondation avait engagé un cabinet d'experts comptables judiciaires externes pour effectuer un audit approfondi, et je suis resté entièrement à l'écart de leur processus pour garantir que les résultats restent objectifs. Ma seule responsabilité était de répondre à leurs questions occasionnelles et de fournir l'index des dossiers que j'avais déjà sécurisés.
J'étais assise sur mon porche pendant l'un de ces appels, regardant les vagues déferler pendant qu'Hélène me briefait sur les derniers développements. Martin Shaw avait finalement craqué. Il s'était manifesté pour admettre qu'il avait antidaté une note d'approbation sous la pression directe de ma mère, et il avait signé une déclaration formelle confirmant qu'il n'était pas l'architecte du vol. Carole avait passé toute la matinée à crier sur le comité d'audit, insistant sur le fait que Martin était le seul coupable qui l'avait trompé. Les experts comptables judiciaires sont restés impassibles. Ils avaient retracé les paiements aux bénéficiaires des fournisseurs directement jusqu'au portail administratif de Carole et aux fournisseurs de mariage personnel d'Ashley. Martin avait commis une erreur, mais il n'était certainement pas le cerveau. Mon téléphone a sonné à mi-parcours de l'appel. Jonathan était en ligne, sa voix semblant cassante et épuisée. Il m'a dit qu'il venait de recevoir un avis de conservation formel de la fondation parce que son nom apparaissait sur les documents de la lune de miel. Il essayait de comprendre pourquoi il était entraîné dans une enquête financière pour un voyage qu'il n'avait jamais fait. Je lui ai dit la vérité, mais je l'ai fait brièvement. Je lui ai expliqué qu'Ashley était au courant des fonds de la fondation couvrant leurs dépenses et avait supposé que j'autoriserais finalement les journaux comptables pour tout garder caché. Quand il a demandé pourquoi elle avait aidé à rédiger le rapport d'incident m'accusant de vol, je lui ai simplement dit de regarder de plus près l'historique des révisions du document. Elle savait que j'allais aux Maldives il y a 6 mois. Jonathan, ai-je dit, ma voix calme malgré la douleur dans ma poitrine, elle n'a pas seulement ouvert ce dossier. Elle a ajouté la phrase me concernant fuyant le pays pour créer un récit qui correspondait à mon calendrier de voyage. Le silence sur la ligne a duré près d'1 minute. Je pouvais presque entendre les pièces s'assembler dans son esprit. Il m'a dit qu'il déménageait de leur appartement commun et mettait fin à la relation. Il n'appelait pas pour me sauver ou pour s'excuser de son propre rôle dans le désordre. Il appelait parce qu'il était terrifié par la responsabilité civile à laquelle il faisait maintenant face. Le lendemain, un message inattendu est arrivé de Maya Hernandez. Elle a envoyé une brève note me remerciant pour le versement de bourse qui était arrivé pile à l'heure, mentionnant qu'elle avait entendu des rumeurs selon lesquelles la fondation traversait une transition difficile. J'ai fixé l'écran pendant longtemps. C'était le seul renforcement positif dont j'avais besoin. Les étudiants étaient en sécurité parce que j'avais déplacé l'argent, non pas parce que j'étais restée silencieuse ou que j'avais continué à jouer le rôle de la fille de famille dévouée. Hélène a rappelé mercredi avec les résultats préliminaires de l'audit. Le total final des avantages personnels non autorisés était significativement plus élevé que ce que nous avions initialement soupçonné. Ce n'était pas 25 000 $. C'était plus de 200 000 $ volés au cours des 3 dernières années. Le mariage, les séjours à l'hôtel, les photos de marque haut de gamme et les vacances en famille étaient tous financés par l'argent destiné aux livres et aux frais de scolarité des étudiants. 200 000 $ était une somme que les donateurs de la communauté ne passeraient jamais sous silence. Je me suis penchée en arrière sur ma chaise, regardant l'eau turquoise infinie. Carole et Ashley avaient traité le fonds de bourse comme un compte bancaire personnel pendant si longtemps qu'elles croyaient vraiment qu'elles y avaient droit. Elles n'avaient jamais pensé que je ferais autre chose que de passer leurs dépenses sous silence. Hélène a marqué une pause avant de lire la dernière information. Elle m'a dit que les auditeurs avaient signalé une révision spécifique de documents qui avaient été cachés profondément dans le système. Ashley n'avait pas seulement ouvert le résumé d'incident. Elle avait passé tout un après-midi à affiner le texte de l'accusation. Vanessa prévoit de fuir le pays immédiatement après avoir pris les fonds. Hélène a lu du rapport. L'horodatage montre qu'elle a ajouté cette phrase quelques minutes après que vous ayez envoyé la confirmation de réservation pour les Maldives au chat de groupe familial. J'ai posé le téléphone, sentant une étrange clarté froide s'installer en moi. Ma sœur n'avait pas seulement volé de l'argent. Elle avait calculé le moment exact pour me faire passer pour une criminelle, utilisant mes propres plans de vacances comme preuve parfaite de ma culpabilité. Je n'avais pas besoin de crier ou de hurler sur l'écran. La réalité était enfin documentée d'une manière que le Conseil ne pourrait jamais ignorer. J'ai regardé l'eau sombre et j'ai réalisé que l'image parfaite qu'elle s'était construite se fissurait déjà. L'audit n'était plus seulement une procédure. C'était un effondrement inévitable. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé une courte réponse à Hélène.
Je lui ai dit que je serais prête pour l'audience du conseil. Il était temps de rentrer à la maison et de finir cela. 6 semaines après avoir quitté Charleston, je suis entrée dans la salle du conseil de la fondation. L'air était lourd, stagnant, imprégné de l'odeur de la cire à plancher et du vieux papier. Carol était assise en bout de table, sa posture rigide, tentant de maintenir l'illusion d'autorité malgré la suspension formelle de ses fonctions. Ashley était assise à côté d'elle, les yeux rouges et bouffis, flanquée d'un avocat silencieux qui jetait constamment un coup d'œil à sa montre. Je me suis assise en face d'elle, posant le lourd stylo en or de mon père sur la table, un rappel frappant de l'héritage qu'elles avaient tenté de voler. Hélène s'est levée pour commencer la procédure, sa voix nette et dénuée d'émotion alors qu'elle demandait à Carol de confirmer ses déclarations antérieures pour le procès-verbal officiel. Ma mère a brossé un tableau saisissant d'une sœur aînée jalouse sabotant un mariage parce qu'elle ne supportait pas de voir sa jeune sœur heureuse. Elle a insisté sur le fait que chaque dépense non autorisée avait été un engagement légitime de donateur, affirmant que j'étais au courant de tout le plan depuis le début. Je suis restée silencieuse, observant l'avocat présenter méticuleusement une chaîne de preuves financières. L'expert comptable judiciaire a placé les factures originales du traiteur à côté de celles que ma mère avait forcé le fournisseur à réviser. Lorsque les emails où Carol exigeait un langage compatible avec la fondation sont apparus sur le projecteur, elle a balbutié, blâmant le personnel administratif pour avoir apporté des modifications non autorisées dont elle ne savait rien. La défense s'est effondrée davantage lorsque la véritable liste d'invités, remplie de proches, a été affichée à côté de la liste fictive de jeunes ambassadeurs fournis par Ashley. Hélène a ensuite ouvert les 3 avertissements par email que j'avais envoyés des années plus tôt, documentant mes protestations formelles concernant les codes de dépenses détournés. Carol a essayé de les écarter comme des désaccords internes, mais l'affichage du journal d'audit l'a arrêté net. Il montrait clairement que le système exigeait une 2e signature pour chaque transaction finale, et les dossiers prouvaient que je ne les avais jamais signés. Carol avait utilisé son compte principal pour outrepasser mes blocages. Puis est venu le fichier résumé d'incidents. Les métadonnées affichées à l'écran montraient Carol comme la créatrice, Ashley étant identifiée comme l'éditrice finale. J'ai vu la couleur quitter le visage de ma sœur alors que la projection mettait en évidence la ligne me concernant fuyant le pays. Une phrase qu'Ashley avait ajoutée quelques minutes après que j'ai partagé ma confirmation de réservation aux Maldives avec la famille 6 mois plus tôt. Ashley a commencé à sangloter, murmurant qu'elle n'avait fait exactement que ce que maman lui avait dit de faire. Personne ne vérifie ces codes, ai-je cité calmement, faisant référence au message texte qu'Ashley m'avait envoyé. Dans un moment de confiance mal placée, Carol s'est levée de sa chaise, son visage tordu en un masque de pur désespoir. Elle a menacé que si le conseil la révoquait, tout le programme de bourse s'effondrerait et laisserait chaque étudiant sans un seul dollar de soutien. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti le dossier bleu étiqueté « Engagements étudiants ». J'ai présenté le document montrant que chaque bourse avait été légalement séparée dans un compte sécurisé et distinct avec le consentement formel du comité, des semaines avant que le mariage n'ait lieu. La pièce est devenue complètement immobile. J'ai regardé les membres du conseil et j'ai dit que je n'avais pas détruit la fondation. J'avais retiré la famille de l'argent qu'elle n'avait jamais possédé. Le vote a été unanime. Carol a été destituée de son poste de présidente et de tous ses droits de représentation. Le rôle d'Ashley a été résilié et le conseil a exigé le remboursement intégral de toutes les dépenses personnelles. Les membres ont voté pour transmettre l'intégralité du dossier aux régulateurs externes et aux conseillers civils pour examen immédiat. Alors que la réunion était levée, Carol s'est précipitée vers moi dans le couloir, sa voix un murmure empoisonné. Elle a insisté sur le fait que la maison, les donateurs et le nom de famille seraient toujours sous son contrôle. Avant que je ne puisse répondre, Hélène est sortie de la salle du conseil, tenant une épaisse enveloppe. Elle a regardé Carol dans les yeux et a dit, « Pas après la demande de restitution que vous êtes sur le point de recevoir. » Jonathan a rencontré Ashley dans le hall de leur immeuble 3 jours après l'audience du conseil pour rendre sa clé et récupérer ses derniers effets personnels. L'air du foyer était stérile, sentant le nettoyant industriel et le béton humide. Je n'étais pas là pour en être témoin, mais les détails m'ont été transmis par les mises à jour silencieuses et efficaces d'Hélène. L'homme qui avait failli devenir mon beau-frère n'a pas crié ni jeté d'objet.
Il a simplement regardé la femme qu'il devait épouser et lui a dit que le problème n'avait jamais été un mariage annulé. La trahison était bien plus profonde qu'un seul week-end. Il a expliqué que bâtir un mariage sur l'avenir des étudiants boursiers et rédiger une accusation formelle contre une sœur innocente était un défaut fondamental qu'il ne pourrait jamais concilier. Ashley a essayé de détourner le blâme, suggérant qu'il pourrait simplement dire au public que Carol l'avait manipulé. Jonathan a simplement désigné l'historique des révisions du document sur son téléphone, a souligné ses propres initiales et est sorti sans regarder en arrière. La réputation que ma sœur avait soigneusement construite en tant que mariée philanthrope s'est désintégrée au cours des semaines suivantes. Des sponsors nationaux qui s'étaient auparavant bousculés pour apparaître dans ses publications sur les réseaux sociaux ont émis de brèves déclarations froides annonçant la résiliation immédiate de leur contrat. Chaque ancienne publication qu'elle avait faite a été soudainement examinée à la loupe, recoupée avec les conclusions officielles de l'audit et raillée par des milliers d'observateurs en ligne qui l'avaient auparavant adorée. Le mode de vie somptueux qu'elle menait en se faisant passer pour une humble ambassadrice de charité est devenu sa plus grande responsabilité sociale. Elle a dû vendre son véhicule de luxe, sa collection de robes de créateur et chaque bijou qu'elle avait reçu en cadeau de mariage pour contribuer au fonds de règlement initial. Je n'ai pas regardé ses vidéos ni lu les commentaires. Je savais seulement que l'image qu'elle avait construite en exploitant le travail et l'intégrité des autres avait finalement perdu sa valeur. Ma mère n'a pas eu de meilleur sort à mesure que les conséquences légales s'accumulaient. La demande de restitution a identifié plus de 200 000 $ de fonds volés, plus les coûts substantiels encourus par l'audit médico-légal indépendant. Carol a été contrainte de vendre la propriété de vacances familiales en bord de mer pour satisfaire la première étape du calendrier de remboursement. Les comités de gala locaux et les conseils de country club qu'elle avait autrefois dominés ont discrètement annulé ses invitations tant que les enquêtes restaient actives. Le grand portrait doré de la présidente de la fondation, qui avait orné le hall pendant des années, a été retiré par le personnel d'entretien un mardi matin tranquille, laissant une silhouette rectangulaire pâle sur le papier peint. Carol m'a appelé exactement une fois au cours de ce mois. Elle semblait frénétique, exigeant que je signe une déclaration légale confirmant qu'elle avait simplement mal compris le codage des factures. Elle s'est appuyée sur le même scénario fatigué et manipulateur, me demandant comment je pouvais être si cruelle après tout ce qu'elle m'avait donné. Tu m'as donné des responsabilités, lui ai-je dit, ma voix calme, alors que j'étais assise à mon nouveau bureau à Atlanta. Ensuite, tu t'en es servi comme cachette. Quand elle a menacé de me déshériter et de me couper complètement de la famille, je lui ai rappelé que les ponts étaient déjà brûlés quand elle avait rédigé ce rapport d'incident frauduleux. J'ai mis fin à l'appel et j'ai bloqué le numéro, terminant enfin la conversation qu'elle n'avait jamais voulu avoir. Ma nouvelle vie à Atlanta a commencé dans un bureau professionnel tranquille au sein d'une organisation à but non lucratif indépendante, dédiée à la réforme de l'éducation. Je n'étais ni la fondatrice, ni le visage public de l'organisation. J'étais simplement la directrice des opérations, une professionnelle effectuant un travail clairement défini dans mon contrat. Mon ancien employeur avait honoré la lettre d'offre que j'avais signée des mois avant que le scandale de la fondation n'éclate. J'ai vendu le petit condominium à Charlotte pour simplifier mes finances et j'ai emménagé dans un appartement lumineux et moderne qui ne portait aucune histoire de drame familial. Pour la première fois en plus d'une décennie, je pouvais ouvrir un email sans me préparer à une catastrophe, et je pouvais signer un rapport budgétaire sans craindre que les chiffres ne soient transformés en armes. L'audit de la fondation m'a officiellement disculpé de toutes les allégations et le conseil a publié une déclaration publique confirmant que les fonds restreints avaient été détournés par des partis qui n'étaient plus impliqués dans le programme. Chaque bourse d'étudiants avait été protégée avec succès et les dossiers ont été transférés aux autorités réglementaires appropriées. Un accord de restitution civile a établi des limites strictes à long terme sur toute implication future que Carol ou Ashley pourraient avoir avec l'organisation. Ce que ma mère appelait toujours notre héritage familial ne lui avait jamais réellement appartenu. Le conseil a saisi l'occasion de restructurer complètement la fondation, mettant fin définitivement à la période de contrôle familial et renommant le programme principal, programme de bourse Thomas Reed, sous une charte entièrement indépendante. Je n'étais plus la fille du propriétaire de la fondation. J'étais une professionnelle, une architecte de système qui avait survécu à l'incendie. Ruth Bennett m'a contactée vers la fin septembre.
Elle m'a invité à revenir à Charlotte pour signer les nouveaux documents de la charte lors de la cérémonie inaugurale de remise des bourses du programme réformé. Elle m'a dit qu'une signature spécifique manquait, et qu'elle devait figurer sur les nouveaux registres fondateurs. Je suis entrée dans mon bureau ce matin-là et j'ai vu une boîte en velours familière posée sur mon bureau. Le stylo plume en or que mon père avait possédé. Celui que Carole était obsédée à manier avait été récupéré de l'ancien coffre-fort du bureau. Il m'attendait. J'ai tenu le stylo, j'ai senti son poids et j'ai réalisé que je comprenais enfin pourquoi il avait été si important de le garder en sécurité pendant toutes ces années. La cérémonie de remise des bourses a eu lieu dans un auditorium lumineux d'un collège communautaire, dépourvu des installations florales agressives et des apparats coûteux des galas qui avaient défini le mariage raté de ma sœur. Un nouveau conseil d'administration, entièrement composé de professionnels indépendants et d'anciens bénéficiaires de bourses, a pris place sur la scène. J'étais assise au premier rang en tant qu'invitée et conseillère technique, observant la transition de pouvoir depuis le fond de la salle, plutôt que de tenir les rênes de l'organisation entière. Maya Hernandez se tenait sur scène, souriante, alors qu'elle recevait son enveloppe de bourse. Les rapports du comité d'audit étaient concluants. Chaque engagement financier avait été honoré avec succès. J'ai gardé mon dossier bleu sur mes genoux. Mais pour la première fois en plus d'une décennie, je n'ai ressenti aucune envie de le serrer pour me rassurer. Le programme prospérait, entièrement protégé de la cupidité personnelle qui avait failli détruire sa fondation. Les personnes qui croyaient que l'organisation leur appartenait avaient été retirées avec succès de l'équation. Ashley est apparue juste devant l'entrée vitrée du hall à mi-chemin de la cérémonie. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs, ses vêtements coûteux remplacés par un blazer anonyme et un jean simple. Me voyant à travers la vitre, elle m'a fait signe de sortir. Je me suis dirigée vers l'entrée et j'ai poussé la porte juste assez pour l'entendre. Elle voulait que je signe une déclaration pour le tribunal, suggérant qu'elle avait été confuse par les pratiques comptables et qu'elle n'avait pas compris les factures frauduleuses. J'ai regardé ma sœur, dont l'ambition avait été de devenir une influenceuse de la charité, et j'ai demandé si elle était prête à admettre au conseil qu'elle avait personnellement modifié le rapport d'incident destiné à me piéger. Maman me l'a dit, a murmuré Ashley, ses yeux fixés sur le trottoir. Et tu as choisi de le faire, ai-je répondu. Je ne l'ai pas laissé entrer dans le hall, ni n'ai élevé la voix. Je me suis simplement retirée dans la salle et j'ai laissé la porte se refermer entre nous. Carole était assise dans une voiture garée au bord du parking, observant les étudiants sortir avec leurs récompenses. Elle semblait plus âgée à travers le pare-brise, une femme dépouillée du pouvoir qu'elle exerçait autrefois comme une arme. Elle a essayé d'appeler mon téléphone, mais j'ai laissé l'appareil dans mon sac, laissant l'écran rester sombre. L'absence d'autorité était la seule punition qu'elle comprenait vraiment. Ruth est venue me voir après la fin du programme, portant le lourd stylo plume en or qui avait été récupéré de l'ancien bureau. La nouvelle charte interdisait à tout membre de la famille de recevoir des avantages privés, exigeait une double approbation pour toutes les dépenses majeures et interdisait l'utilisation des données des bénéficiaires de bourse à des fins promotionnelles personnelles. J'ai pris le stylo et j'ai signé mon nom en tant qu'architecte des opérations fondatrices, puis j'ai remis l'instrument à l'archiviste de la fondation. Il appartenait aux archives historiques du programme, pas à une collection privée. Maya s'est approchée de moi alors que la foule se clairsemait, mentionnant qu'elle avait entendu dire que le programme avait failli disparaître au printemps dernier. Non, lui ai-je dit, laissant enfin s'envoler le poids de la dernière année. Il a simplement été séparé des gens qui pensaient le posséder. Je me suis tenue près de l'entrée alors que le soleil commençait à descendre derrière les bâtiments universitaires. Ashley est restée dehors, derrière la vitre, et Carole est restée dans la voiture, aucune des deux femmes n'étant capable d'entrer dans l'espace où elle n'avait plus d'influence. Je n'ai ressenti aucune haine envers elles en regardant leurs silhouettes s'estomper dans la lumière du soir. Je suis retournée vers l'auditorium, laissant la porte se refermer derrière moi avec un clic. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris que l'amour n'était pas censé exiger ma disparition. Vous avez atteint la fin de cette histoire. Mais les leçons intégrées dans ces événements restent essentielles pour quiconque navigue actuellement dans l'équilibre délicat entre la loyauté et l'autopréservation. Lorsque vous vous retrouvez à agir comme l'encre invisible de votre famille,
Rappelez-vous que l'amour n'est pas synonyme d'endurance, vous devez réaliser que fixer des limites n'est pas un acte d'hostilité. C'est la seule façon de protéger votre propre intégrité et l'héritage que vous avez construit avec tant d'efforts. Vous ne pouvez pas soutenir efficacement les personnes qui dépendent de vous si vous compromettez constamment vos valeurs pour les protéger des conséquences naturelles de leurs propres choix. Une véritable gestion exige le courage de dire non, surtout lorsque ce refus est la seule chose qui empêche ceux que vous aimez de se causer davantage de tort à eux-mêmes et aux autres. Vous avez le droit de revendiquer l'espace que vous avez gagné par votre propre travail et votre intellect, indépendamment de ce que les personnes autour de vous attendent de votre rôle dans la hiérarchie familiale. Si l'on vous demande actuellement de sacrifier votre stabilité financière ou votre réputation professionnelle pour maintenir une façade de perfection pour quelqu'un d'autre, veuillez reconnaître ces signes comme des avertissements immédiats. Vous n'êtes pas responsable des dégâts causés par l'arrogance des autres. Et vous n'êtes certainement pas obligé de financer une image fondamentalement construite sur l'exploitation. Protéger votre avenir n'est pas la même chose que trahir votre passé. En choisissant de vous éloigner des cycles de manipulation, vous ne détruisez pas les fondations de vos relations. Vous refusez simplement de laisser ces relations consumer la personne que vous êtes devenue. Il faut une force immense pour fermer une porte que vous avez passé des années à maintenir ouverte pour les autres. Mais il y a une paix profonde qui vous attend de l'autre côté de ce seuil. Vous méritez de vivre une vie où vos efforts sont reconnus, vos limites sont respectées, et votre amour n'a pas le coût de votre propre existence. Vous êtes-vous déjà senti obligé de vous immoler pour réchauffer quelqu'un d'autre? Et quel a été le moment où vous avez réalisé que vous aviez enfin le pouvoir de vous soustraire à cette exigence impossible?